Bonjour, alors nous voici pour la deuxième vidéo sur le Z9. Donc comme vous avez vu, la première vidéo a été sur le déballage de l'appareil. Maintenant, depuis une semaine, j'ai commencé vraiment à l'utiliser à fond, à le programmer. J'ai passé au travers du manuel d'instruction, donc beaucoup de choses dans cette capsule-ci qu'on va découvrir, qui va être une partie plus technique. Et pour ceux qui pourraient trouver la vidéo un peu longue, bien vous allez voir au bas ici, j'ai un index afin que vous puissiez voir là, sur chaque chapitre que je vais toucher avec l'appareil. Donc tout d'abord, bien les shootings que je suis en train de faire, je suis en train de les enregistrer pour une troisième vidéo. Donc, je veux vraiment bien mettre à l'épreuve l'appareil. Et je peux vous dire, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vraiment une très belle découverte. Hier, entre autres, je suis allé filmer mes petits-enfants en train de glisser. Et bon, j'ai fait plusieurs photos et à un moment donné, un de mes petits-enfants était au loin, en arrière d'un buton, dans la neige, et il s'est sorti juste la tête, comme vous voyez à l'écran. Bien écoutez, j'ai agrandi la photo à 200%, et je peux vous dire que l'autofocus a tout de suite détecté aussitôt que mon petit-fils s'est levé la tête. Donc, il va y avoir de belles choses à découvrir au niveau des photos à venir avec l'appareil. Mais tout d'abord, bien aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va commencer par faire le tour de l'appareil, des menus et aussi j'ai fait un test comparatif avec le Z6 II au point de vue des hauts ISO seulement, qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, je ne toucherai aucunement le côté vidéo de l'appareil car je ne m'y connais pas, je suis vraiment que photographe. Et on va tout de suite passer aux grandes caractéristiques, aux grandes lignes que j'ai sorties sur l'appareil. Donc, comme vous le savez, c'est un capteur empilé. Ça veut dire que bon, on a le capteur et en dessous du capteur, il y a les circuits et dans ces circuits-là, il va y avoir de la mémoire vive. Donc, qui permet vraiment d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide avec le capteur. Le viseur du Z9 est 3 fois plus lumineux que les prédécesseurs et je peux vous dire que sur la neige, ça fonctionne extrêmement bien. Oui, comme on sait, il n'y a pas d'obturateur, donc moi j'ai installé le viseur pour avoir des repères visuels et on peut avoir aussi là, le son qui peut être débrayé si on désire. On va avoir le fameux bouton pour sélectionner les modes d'autofocus comme on avait sur les DSLR qui nous revient. La stabilisation du capteur se verrouille pendant le transport de l'appareil photo pour ne pas endommager lors de fortes secousses. On va avoir finalement le bouton pour la lecture des photos qui est placé au bon endroit en bas là, sur le boîtier qu'on va voir un petit peu plus loin. La pile qui est bonne pour 700 photos et plus, je peux vous dire c'est beaucoup plus jusqu'à maintenant. Un viseur électronique sans blackout. Écoutez, juste cette partie-là, pour moi, ça a été une révélation parce que je vous dirais qu'on ne perd pas le feeling du moment. C'est qu'est-ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'on peut suivre notre sujet, même si ce n'est pas un sujet à grande vitesse. Exemple, quand je fais de la photo avec Marie-Claude, bien, j'ai pas ce fameux blackout-là qui revient. Et je peux vous dire que c'est vraiment agréable de voir les expressions du sujet tout le long. Un petit truc qu'on a découvert, Marie-Claude et moi, c'est que Marie était habituée d'entendre le déclic, le clac de l'appareil photo lorsque je commençais à prendre des photos. Maintenant, c'est complètement silencieux et même le bruit est vraiment très faible. Donc, il faut peut-être prendre une nouvelle façon de travailler. Et moi, je dis à Marie, bon bien, on est prêt, on part, pour qu'elle puisse savoir que maintenant, je suis en train de prendre des photos parce qu'elle n'entend plus rien à distance, là, souvent lorsqu'on se trouve à être 1,5 mètre et plus l'un de l'autre. Donc, c'est un petit truc qu'on a découvert en faisant l'essai du Z9. Le bouclier de protection du capteur est débrayable. Il est 20% moins lumineux que le D6. En portrait, l'orientation des informations sur l'écran pivote dans le même mode. Donc vraiment, quand on arrive puis qu'on est en portrait, bien je vais avoir toutes mes indications de vitesse et tout ça là, qui se sont balancées dans le bon mode. Vraiment excellent. En tout cas, moi, j'ai adoré de découvrir cette fonction-là. On va avoir un boîtier tropicalisé et aussi un alliage de magnésium. Donc vraiment un boîtier hermétique et très solide.
Il y a un nouveau processeur également. La sensibilité de l'appareil pour l'autofocus est à moins 0.5 IL en faible lumière, avec une option de faible lumière à 8.5 qu'on va voir un petit peu plus loin. Les points autofocus ont été augmentés à 493. La vitesse d'obturation maximale est passée d'à 1,32 millième de seconde. L'ISO natif de 64 à 25 600 ISO. L'interrupteur principal qui peut venir éclairer les boutons. Un menu I à deux options qu'on va voir un peu plus loin pour le mode d'autofocus et des options de détection de sujet. Un écran tactile où on peut toucher pour faire la mise au point et prendre une photo. La longue exposition est toujours programmable maintenant jusqu'à 900 secondes ou 15 minutes. L'appareil possède un port Ethernet et Wi-Fi. Le GPS est intégré. Les menus ont un visuel amélioré avec l'avenue de boutons on-off qu'on va voir aussi un petit peu plus loin. Concernant la taille des RAW, bien écoutez, autrefois on avait Small, Medium, Large qui faisait en sorte que la résolution des photos diminuait également si on passait à Medium ou à Small. Maintenant, Nikon a trouvé une façon de faire que la grosseur ou le volume des fichiers vont être beaucoup plus petits tout en conservant la résolution. Donc, c'est vraiment mieux que d'avoir le Small, Medium, Large comme on avait autrefois. Et bon, ça va quand même nous permettre de sauver de l'espace. Pour vous illustrer le tout, bien écoutez, je vous ai fait un petit tableau ici qui vous indique les trois choix qu'on a chez Nikon. On va avoir, par exemple, compression sans perte, dont le fichier va mesurer entre 50 et 60 MB, en efficacité élevée avec étoile entre 25 et 30 MB, et la efficacité élevée entre 15 et 20 MB. Écoutez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé uniquement l'efficacité élevée et, à ma grande surprise, bien, je me retrouve à cette option-là avec à peu près la même grosseur de mes fichiers que j'avais avec le Z6 II. Je vous montre ça ici à l'écran. Vous avez à la gauche une série de fichiers photos sur le Z6 II et à droite sur le Z9. Qui est en efficacité avec étoile. Et j'ai fait une moyenne des fichiers obtenus. Et vous voyez que ma moyenne sur le Z6 II est de 28.2, alors que le Z9 est de 32.2. Donc, vraiment pas beaucoup une grosse différence. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais monter l'appareil sur un trépied et on va aller faire ensemble le tour de l'autofocus et aussi des menus, là, surtout les menus que je me sers le plus et qui sont aussi les menus importants là, à venir bien programmer dans l'appareil. Maintenant, je vais vous montrer les différents modes des zones autofocus. Il y a deux façons d'accéder à l'autofocus de l'appareil, soit avec le bouton qui est ici, et je vais vous montrer un petit peu plus loin de quelle façon, et aussi par le bouton information à l'arrière que je vous montre. Bien, on va voir qu'on a accès avec les deux boutons I, soit qui sont positionnés ici sur le côté, ou en bas lorsqu'on est en mode vertical ou portrait. Et à ce moment-là, lorsqu'on appuie, on va accéder, selon la façon qu'on a programmé notre appareil, moi j'aime bien de cette façon-ci, au mode de zone autofocus et aussi au mode de mise au point. Donc, tout d'abord, si je rentre dans le mode de mise au point, on va avoir accès à l'autofocus ponctuel ou statique, AFS, en la mise au point en mode continu ou en suivi de tracking, par exemple, et en mode complètement manuel, là, avec la bague là, sur l'objectif. Et c'est la même chose lorsque j'appuie sur le bouton qui est ici. Donc, on voit qu'à l'écran en haut ici, je vais avoir AFS. Avec la molette d'en arrière, je vais avoir AFC et le mode complètement manuel. Donc, c'est les façons de venir pour rentrer dans les modes de mise au point. Maintenant, si je reviens sur mon bouton I, si je veux aller dans les modes de zone, et c'est là qui devient intéressant, c'est ici qu'on va venir pour vraiment chaque type de zone selon le mode d'autofocus qu'on va avoir choisi. Par exemple, je suis en AFS. Si je rentre à l'intérieur de ce mode-là, on va voir qu'on a différentes options. On va avoir tout d'abord un mode complètement automatique, c'est-à-dire que l'appareil va sélectionner le sujet
Et là, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va voir ici en bas qu'on a pour chacun des modes de zone des options de détection de sujet. Donc, c'est ici, exemple, si je veux venir mettre les visages humains, que je peux venir chercher le visage humain, des visages ou des yeux d'animaux, les moyens de transport et aussi on peut être complètement en automatique. Donc, que l'appareil va à ce moment-là s'occuper de détecter aussitôt qu'il va voir soit un humain, un animal ou un moyen de transport. Et je peux être plus spécifique, donc je peux demander simplement des visages humains. Et ça fonctionne pour tous les modes de zone AF qu'on va voir en haut. Donc, si, exemple, j'ai sélectionné un visage humain, et ensuite de ça, je peux avoir chaque mode pour chaque sujet. Donc, ici, je suis en mode automatique. Ici, on va être en mode de zone large qui est appelé. Et on va avoir différentes grandeurs de boîte autofocus dans laquelle le sujet va être détecté. Donc, si je viens ici à l'intérieur et je reviens sur... On voit que la boîte est vraiment très différente. Je reviens encore sur mon menu, voilà, je peux sélectionner une boîte encore plus petite. Donc, on revient, on sort et on voit que la boîte est vraiment plus petite et ça va être uniquement les visages et les yeux qui vont être à l'intérieur de cette boîte-là qui seront détectés. Donc, je reviens encore sur mon menu et sur le prochain, on va avoir une zone vraiment très petite. Donc, on va voir encore qu'est-ce que ça fait. On voit là que le carré est très petit et ça devient très pointu comme mise au point. Et on a encore le mode pin qui est encore plus petit que ça. Donc, on vient à l'intérieur et on va voir que le mode est vraiment de zone est très, très, très petit. La même chose qu'on va avoir accès avec notre bouton d'en avant. Donc, je reviens ici. Comme on voit, c'est venu en jaune. Et là, c'est là que ce bouton-là est vraiment plus rapide que ce que je viens de vous montrer. Parce qu'avec notre molette secondaire, celle qui est située en avant, bien, je peux tout de suite naviguer entre les différentes zones d'autofocus. Donc, vraiment très, très rapide. La seule chose qu'on doit faire à ce moment-là, si on veut changer le sujet, bien, ça sera de rentrer dans le mode et venir à ce moment-là, si, exemple, je veux avoir les animaux, voilà, comme ça ici, on voit le sujet pour les animaux. Et encore là, je peux vraiment, en pesant sur mon bouton, toujours, naviguer entre les différents modes. Donc, et je pourrais le laisser, exemple, en mode complètement automatique de détection de sujet. Donc, je m'en viens ici, je suis en détection automatique, je reviens et on voit en haut là, que je suis vraiment dans le mode automatique et toujours, je peux naviguer entre les différentes zones. Donc, vraiment excellent. Et vous voyez comme un petit truc aussi, c'est lorsque je veux remettre ma boîte, par exemple, au centre, j'ai seulement appuyé sur le bouton OK et à ce moment-là, la boîte va revenir ou la mire va revenir là, au centre. Maintenant, pour ce qui est du mode en suivi, donc on va faire, je vais aller chercher le mode de suivi, de tracking. Donc j'appuie sur mon bouton, avec ma molette ici à l'arrière, je vais venir chercher AFC. Et là, c'est la même chose. Donc en AFC, je vais avoir différentes possibilités de zone autofocus, avec toujours la molette qui est située en avant. Donc, on va voir que j'ai les mêmes zones que tantôt, mais on a des nouveaux paramètres de zone et qui se trouvent être le suivi dynamique. Et là, je vais avoir trois choix de suivi dynamique, soit une grande couverture, comme on voit ici à l'écran, une moyenne couverture et une plus petite couverture. Donc, dépendamment de notre sujet, si, exemple, je veux suivre un joueur de football sur un terrain et l'isoler des autres, bien, je peux venir sélectionner une zone qui va être beaucoup plus petite, alors que si je veux suivre, exemple, un skieur qui est seul, bien, je pourrais à ce moment-là venir chercher une zone un peu plus grande, puisqu'il n'y a pas de danger qu'un autre participant embarque dans la zone autofocus. Et on continue comme ça ici. Donc, j'ai mes zones qui sont ici. Encore un mode autofocus, c'est-à-dire une zone beaucoup plus restreinte. Et on se trouve ici sur le mode complètement automatique, c'est-à-dire que l'appareil va détecter aussitôt qu'il y aura un animal, un humain ou un moyen de transport. Et on va avoir le suivi du tracking 3D qui est vraiment fabuleux. Moi, j'appelle ça la mire. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire tout simplement lorsqu'on est dans ce mode-là?
On a tout simplement à venir rapprocher cette boîte-là ou cette mire-là du sujet qu'on a désiré. Et tout de suite, l'autofocus va se faire sur notre priorité qu'on va avoir donnée. Comme là, je suis en mode automatique, donc si c'est un animal, bien, il va tout de suite sauter sur les yeux de l'animal et faire le focus et le suivre. Et on peut encore là aller dans le menu I et venir changer le type de sujet qu'on veut avoir. Donc, si je voudrais prioriser les humains, bien, je pourrais à ce moment-là le mettre en 3D. Et on va voir que lorsque j'appuie ici, bien, je suis toujours encore en 3D, mais maintenant à priorité au visage des humains. Donc, vraiment un plus, et ainsi de suite, on peut changer là, tous nos modes autofocus. Et ici, bon, on va retrouver la même chose qu'en mode statique ou ponctuel, c'est-à-dire des zones plus restreintes de 2 dimensions, soit petites ou plus larges. Et à ce moment-là, les visages seront détectés uniquement à l'intérieur de cette zone-là. Donc, on a vraiment beaucoup de possibilités d'autofocus. Et vraiment, c'est bien important de programmer l'appareil pour bien se servir de l'autofocus. Et voilà pourquoi que lorsque j'appuie sur le mode I, présentement, moi, je vais tout simplement me servir de ça pour venir chercher la détection du sujet que j'aimerais avoir, parce qu'avec le bouton d'en avant ici, bien, c'est avec ça qu'on va pouvoir soit naviguer entre les types de modes de mise au point et les zones d'autofocus. Donc, vraiment, un plus est à connaître, et je vous le dis, ça fonctionne à merveille. L'autre chose, comme vous voyez ici, on voit qu'on est en mode 15 images à seconde. Et vous voyez le trèfle qui est ici. Bien, on va avoir avec le bouton de déverrouillage, on a nos options de mode d'entraînement. Donc, si je viens ici, on va voir que je peux avoir tout simplement une photo, c'est-à-dire en simple. Donc, je prends une photo. On a, bon, continu low, continu high, la minuterie. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis que moi, je laisse tout le temps ça ici à ce moment-là, on va avoir accès à toutes ces fonctions-là à l'écran à la place. Puis en appuyant sur le bouton en haut ici, qui est le même logo que ça, on va voir qu'à l'écran, j'ai accès à ce moment-là à tous les réglages. Donc, je peux, avec la molette d'en arrière, choisir la rafale que je désire. Donc, soit en continuous low, en continu low, qui est 5 images. Et là, je peux changer avec la molette d'en avant le nombre d'images que je veux avoir en low. Donc, vraiment intéressant. Et même chose, je peux venir ici. Là, je suis vue par vue. Je peux tomber avec la minuterie. Mais je peux aller en high avec les 15 images secondes, 20 images secondes. Et ici, lorsque je passe à 30 images ou 120 images secondes, là, à ce moment-là, on sait qu'on est en JPEG seulement, on ne fait plus de RAW ou de NEF. Super efficace, très, très, très belle fonction d'ajouter dans l'appareil photo. L'autre chose que j'aime bien aussi, ça va être la fonction, les boutons de fonction. Comme lui, la fonction 4, lorsque j'appuie dessus, j'ai accès à mon Picture Control. Et le Picture Control, comme vous savez, ceux qui me suivent, moi, j'adore jouer avec le Picture Control. Et à ce moment-là, toujours avec la molette qui est ici, bien, je suis en mesure de venir sélectionner le Picture Control que je désire. Et en appuyant sur OK, bien, je l'ai sélectionné tout simplement. Maintenant, lorsque l'image est affichée et que je veux donner une classification, j'ai tout simplement à toucher l'écran et donner un coup vers le bas. Et vous voyez, j'y ai donné une classification de 5. Donc, on peut aller après ça récupérer la classification avec les logiciels Nikon. Donc, vraiment un plus là, à avoir. L'autre chose également qui est vraiment intéressante, c'est les boutons ici qu'on a maintenant pour regarder, visualiser les photos. Donc, qu'on a accès autant en mode vertical qu'en mode horizontal. Donc, vraiment un plus. On retrouve le bouton I exactement à la même place aussi ici. Donc, ce sont vraiment des choses excellentes. On retrouve nos boutons pour choisir la qualité des images. Soit, bon, on va avoir un JPEG small, medium, large ou les RAW. C'est ici qu'on va venir à ce moment-là, venir appuyer et on voit qu'on a toutes nos options à l'écran. Et avec nos molettes, on est capable de venir sélectionner qu'est-ce qu'on veut avoir. Ensuite de ça, on va avoir le bouton de la balance des blancs. Donc, encore là, au lieu d'avoir dans le menu I,
bien là, on a un bouton dédié. Et plusieurs de ces boutons-là, on peut les reprogrammer là, différemment. Donc, vraiment excellent. Un autre bouton aussi, c'est le bouton Display, on voyait juste au bout, là, ici, qui est pour l'affichage du viseur ou du moniteur. Donc, on peut venir sélectionner les différents types de visualisation qu'on veut, soit comme ici avec le niveau et l'histogramme, avoir absolument rien à l'écran, avoir toutes les informations. Bref, il y en a une panoplie. Et le bouton qu'on va avoir au-dessus du viseur, qu'on retrouve comme les autres Z, là, pour venir sélectionner soit le mode de viseur, le mode du moniteur ou le mode automatique. Donc, bref, vraiment intéressant. Même chose pour le déclencheur tactile. Ici, on le voit sur le côté. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je peux positionner mon point autofocus à un endroit prédéterminé que j'aimerais avoir. Et je peux aussi, quand que je prends déclencheur tactile, donc quand que je vais appuyer à un endroit particulier, je lève le doigt, à ce moment-là, la photo va se faire. Pour finir aussi, on a maintenant le formatage des cartes mémoire. Donc, on peut formater la carte mémoire avec les deux boutons, soit le bouton qui est ici, la poubelle, qui est écrit « Format » en rouge, et le bouton au-dessus qui est ISO. On tient les deux boutons enfoncés. Vous allez voir, lorsque je les enfonce, et on va tomber à ce moment-là sur « Formater la carte mémoire du logement désiré ». Donc, exemple, ici, c'est le logement 2. Je vais venir ici, puis je vais tout simplement, ou je peux aller à tactile, et voilà, comme ça ici, et je dis oui, je veux formater la carte. Voilà, le formatage de la carte est fait. Formatage terminé, et je peux faire la même chose sur la low carte. Là, j'ai des photos, donc je ne le ferai pas, mais c'est à l'aide des deux boutons, donc beaucoup plus rapide que d'aller dans le menu, aller le chercher. Pour ce qui est des boutons de fonction, bien, on a trois boutons à l'avant. Mon premier bouton qui est en haut, qui est le FN1, moi, je m'en suis servi pour tomber directement sur en mode dynamique. Donc, je peux vraiment, à ce moment-là, si je suis, exemple, comme là, ici, en 3D au visage, puis je voudrais tomber sur en suivi en mode dynamique, bien, à ce moment-là, en pesant dessus, j'ai tout simplement accès rapidement. Et j'ai programmé la même chose pour le FN3 qui est le bas, parce que lorsque je suis dans la verticale, bien, le bouton est beaucoup plus proche, donc je n'ai pas à essayer de m'étirer le doigt pour aller à FN1. Pour ce qui est de comment programmer le bouton pour avoir les modes dynamiques que je veux, bien, c'est tout simplement lorsqu'on va aller dans le menu commande F2. Donc, c'est là qu'on peut venir programmer nos boutons de programmation, de fonction. Bien, c'est ici que je vais venir, lorsque je vais voir le bouton de fonction. Voilà, le mode de zone AF et AFN. Pour ce qui est du bouton FN2, celui du centre, bien, moi, je l'ai assigné. Vous allez voir, quand on pèse dessus, on tombe dans les réglages personnalisés qu'on va voir tantôt. Et moi, qu'est-ce que j'aime bien aller directement, c'est si je veux assigner à la bague de programmation, exemple, la sensibilité. Donc, j'ai tout simplement à peser dessus et tout de suite, je vais avoir sur la bague les ISO. Comme on voit les ISO ici monter et descendre parce que j'ai assigné à la bague les ISO. Et si je veux me redébrayer de ça, bien, j'ai tout simplement à ce moment-là à peser sur mon bouton et j'ai tout de suite accès à assigner aucune fonction. Donc, on voit que maintenant, je ne touche plus là au ISO. Donc, la première chose que moi j'ai fait, c'est de venir de donner le nom de fichier Z09. Donc, j'aime bien que mes photos commencent par le modèle de boîtier que j'ai pour différencier lorsque je fais de la recherche. Donc, vraiment Z09 pour le Z9. Avec le Z62, j'avais le Z62. Voilà. Maintenant, le rôle de la deuxième carte, du deuxième port de carte. Si je veux avoir des JPEG et des RAW sur chacune des cartes, bien, je vais me mettre en sauvegarde et à ce moment-là, je vais avoir des photos sur chacune des cartes identiques. En débordement, c'est uniquement, on enregistre tout sur la première carte. Et une fois que la première carte, elle est pleine, bien à ce moment-là, on va commencer sur la seconde carte.
Et ici, on va avoir les RAW sur la carte numéro 1 ou le logement numéro 1 et des JPEG sur le logement numéro 2. Fait que moi, j'utilise cette configuration-là là, pour la plupart de mes photos, sauf les trucs vraiment importants, je me mets à ce moment-là en sauvegarde. Et c'est ici que l'enregistrement RAW est vraiment primordial pour venir régler. Donc, lorsque je rentre ici, c'est ici, comme je vous ai expliqué tantôt, au niveau des types de RAW qu'on va avoir. Efficacité élevée avec étoile, c'est vraiment l'idéal. Régler le Picture Control, bien, comme on a vu tantôt avec le raccourci qu'on a sur le bouton FN4, bien, on n'a pas besoin d'aller, mais c'est ici. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans le mode qu'on a choisi, le réglage, et venir rajouter des trucs qu'on aimerait avoir de plus. Donc, c'est exemple, je trouve qu'il manque un peu de contraste, je pourrais venir rajouter du contraste et on peut venir donner des recettes vraiment à chacun des Picture Control. Et c'est vraiment un plus, mais ça prend le logiciel Nikon pour venir rechercher ces réglages-là. Ensuite de ça, le Daylightning, moi, c'est tout le temps à off, je l'allume au besoin. Réduction du bruit que je vais laisser toujours à on, qui est lorsqu'on fait des longues expositions, bien à ce moment-là, même si on est en bas ISO, il va s'appliquer un débruiteur sur le fichier. Donc, voilà pour ce qui est de réduction du bruit. Et le bruit ISO, bien, c'est un débruitage lorsqu'on monte en ISO. Encore là, lorsqu'on regarde les JPEG, c'est appliqué automatiquement. Pour ce qui est des RAW, bien, il faudra à ce moment-là, si on veut voir l'effet, avoir le logiciel de Nikon, soit NX Studio. Réduction du scintillement photo. Donc, moi, je l'ai mis dans mon menu personnalisé à la fin, qu'on va voir, parce que ça peut être vraiment intéressant lorsqu'on commence à photographier sous des LED ou des néons. Donc, on va venir l'engager à ce moment-là. Donc, on a tout simplement appuyé et il va être engagé. Voilà. En passant, contrôle flash, j'ai souvent cette question-là. Les gens utilisent, exemple, les flashs Godox avec le X-Pro, mais ils se demandent pourquoi on n'a pas accès à cette fonction-là. C'est uniquement avec des flashs Nikon. Donc, même si vous utilisez du Godox, on ne s'en préoccupe pas. On va aller maintenant au menu Réglages personnalisés où il y a vraiment beaucoup de choses sur ce sujet. Bon, tout d'abord, lorsque je vais rentrer dans le A, donc on va avoir les priorités en mode autofocus, en continu. Donc, si je veux avoir ici au déclenchement ou à mise au point et déclenchement, donc c'est à vous, libre à vous de choisir. Moi, normalement, je vais le laisser comme ça ici. Ça ici, c'est toujours en mode de priorité au déclenchement. Suivi en lock on. Ça ici, c'est vraiment un truc intéressant à faire. C'est pour savoir, lorsqu'on suit un sujet, exemple, là, je suis en différé. Donc, ça veut dire que si je suis un joueur de soccer, par exemple, et que j'ai un autre joueur qui passe entre moi et ma cible, bien à ce moment-là, le focus va demeurer sur ma cible beaucoup plus longtemps que si j'aurais été le mettre sur rapide. Là, à ce moment-là, la mise au point va tout de suite sauter sur le joueur qui est entre nous deux, puis lorsque le joueur est sorti, il va revenir sur le joueur que j'avais ciblé. Donc, selon, dépendamment du type de photographie, de sport que vous voulez faire ou encore de la photo animalière, bien, c'est à vous de venir choisir lequel des réglages que vous voulez. Et même chose ici pour savoir si c'est un sujet qui est stable ou aléatoire. Donc, exemple, un skieur qui s'en va dans une direction, ça va être stable. Si c'est un joueur de football qui peut vraiment bifurquer rapidement, bien, je dirais plutôt aléatoire, même chose que ça serait des oiseaux qui font de la voltige dans le ciel. Donc, on a accès à ça et c'est vraiment là aussi un menu à venir mettre dans le menu personnalisé qu'on va voir tantôt. Les points AF utilisés, bien, c'est si on veut avoir tous les points ou un point sur deux. Les points selon l'orientation. Donc, ça ici, c'est lorsque je fais un cadrage en la verticale et à l'horizontale. Fait que ça me permet d'avoir un point différent d'un cadrage à l'autre. Donc, encore là, c'est de choisir l'option
qui vous satisfait le mieux. Activation AF, bien ici, c'est ici qu'on va venir soit donner au bouton qui est ici, le bouton AF On, comme plusieurs vont faire, le choix de venir, je vais vous montrer ça à l'écran ici, un instant. Voilà, ce bouton ici, que je peux venir mettre en mode mise au point ou sur le déclencheur. Donc, c'est vraiment, encore là, une question de goût, de choix, de quelle façon qu'on travaille. Donc, voilà. Le choix limité de mode de zone AF, ça, c'est vraiment intéressant parce que si, lorsqu'on a vu tantôt qu'on passe d'un mode de zone d'un à l'autre, on voudrait en éliminer pour que ça aille plus vite lorsque je choisis, bien c'est dans cette option ici qu'on peut venir en enlever. Donc si j'enlève tous les modes, juste pour vous montrer, je vais en garder juste 2. Voilà, menu fait. Donc, là, qu'est-ce qui arrive ici lorsque j'appuie sur mon mode qui est ici? J'ai plus accès que juste les 2 modes que j'ai conservés. J'ai éliminé le mode, tous les autres modes. Donc, on peut vraiment venir sélectionner seulement des modes qu'on aimerait travailler. Rotation du point AF. Bon, donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque je déplace ma mire, elle revient de l'autre côté. Je ne suis pas obligé, une fois rendu ici, de revenir si je veux aller sur l'autre côté. Donc, j'ai tout simplement, je veux venir rapidement de ce côté-ci. J'appuie une fois et c'est revenu. Donc, c'est à ça que sert cette fonction-là. Affichage des points AF. Donc, ici, en mode AFC à On. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça me dit? C'est que la mise au point, lorsqu'elle est OK, le point AF va devenir vert à ce moment-ci. On revient. L'illuminateur d'assistance autofocus, c'est la petite lumière qui est en avant pour venir nous aider à faire le focus lorsque le sujet est vraiment en noirceur ou en faible luminosité. Moi, je débraye ça parce que c'est distrayant lorsqu'on fait de la photo de modèle. Mise en relief de la mise au point. Donc, ça ici, c'est lorsqu'on est en mise au point manuelle. Donc, si je rentre dedans, on va voir qu'on va avoir, par exemple, les types de couleurs aussi qu'on va pouvoir retrouver lorsqu'on fait notre mise au point en manuel. Si tout ce qui est à la mise au point va devenir bleu, je vais vous montrer ça. Comme vous voyez, qu'est-ce qui est mis au point devient bleu. Donc, on pourrait avoir différentes couleurs, comme on voit. Donc, c'est vraiment pour aider lorsqu'on fait la mise au point manuelle. On va aller voir maintenant le menu C. Moi, je vais aller dans le délai d'extinction que, ici, on va venir pour sauvegarder au niveau pour la pile. Par exemple, normalement, visualisation, moi, je le laisse à 10 secondes, mais on peut vraiment venir le mettre à 4 secondes. Lorsque je fais du portrait, j'aime bien être à 10 secondes, le reste à 4 secondes. Les menus, bon, normalement, je vais mettre ça à 20 secondes, comme ça ici. L'affichage des photos à 10 secondes aussi pour la même chose que la visualisation en haut. Et la temporisation du mode de veille de l'appareil, bien normalement, je suis à 30 secondes, donc ici normalement, mais pour les besoins de la vidéo, bien je me suis mis à 5 minutes. Maintenant, on tombe sous la lettre D qui est la prise de vue et affichage. Donc, la première chose que je vais venir régler ici, on voit tantôt les prises de vue maximales à 120. Donc, ici, je peux venir sélectionner jusqu'à 200 ou illimité. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous désirez avoir? Choix limité de déclenchement. Lorsqu'on rentre ici, c'est la même chose qu'on va avoir au niveau du menu qu'on a ici en haut, là, que je vous expliquais au niveau du bouton de mode de déclenchement. Donc, ici, on peut venir encore là limiter le nombre de choix qu'on va avoir à l'écran. Donc, si par exemple, j'élimine les contenus en autres, le 120 et comme ça, je clique sur menu fait. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si j'appuie sur mon bouton mode de déclenchement, on voit que j'ai plus beaucoup de choix maintenant que j'avais tantôt parce que j'ai quasiment enlevé tout ce que j'avais comme sélection. Donc, voilà pour le D3. On va aller aussi maintenant au D5, qui est la plage de vitesse étendue.
qui nous permet ici de venir jusqu'à 900 secondes ou 15 minutes. Donc, lorsqu'on fait des très longues expositions, bien c'est ici qu'on va venir enclencher les vitesses d'obturation qui sont soit jusqu'à 30 secondes et bulb. D8. Voilà, ça ici, c'est vraiment intéressant. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Premièrement, c'est ici qu'autrefois, on avait sous les Z6.2, Z7.2, l'application à la visée des réglages. Donc maintenant, on appelle ça le mode d'affichage au niveau de la photo. Donc lorsque je rentre dedans, c'est afficher les effets des réglages lorsque j'applique des réglages quelconques. Je vois dans le viseur ou sur le moniteur les réglages obtenus. Par contre, lorsque je suis en studio, comme par exemple, si je reviens sur mon moniteur, je suis en manuel, je vais sélectionner une vitesse d'obturation d'1 200e de seconde, une ouverture de, disons, 5.6 et des ISO de 64 ISO. On voit qu'en studio, je ne pourrais rien voir, même avec des modeling light, parce que là, présentement, j'ai ma lumière ambiante et on ne voit absolument rien à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça nous permet? C'est justement, lorsqu'on passe en studio, de pouvoir voir malgré l'absence de luminosité. Là. Donc, on vient ici, on appuie sur « Modifier pour faciliter le visionnage » et on appuie sur « OK ». Voilà. Là, on a soit automatique ou personnalisé. Donc, si j'appuie sur « Automatique », on va voir que là, présentement, je peux voir, même si j'ai toujours les mêmes réglages que tantôt, je peux vraiment voir qu'est-ce qui se passe là, au niveau du studio. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante, c'est lorsque je vais retourner dans ce menu-là, on revient ici et personnaliser. Donc, lorsque je rentre dans personnaliser, ça, c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on fait du studio, bien, si j'avais réglé ma balance des blancs pour 5500 Kelvin, alors que présentement, je suis à 3600 Kelvin pour l'éclairage ambiant, le problème que j'ai, c'est que mes couleurs sont vraiment désagréables à voir. Et à ce moment-là, bien, je peux venir tout simplement ici, toujours dans personnaliser, venir choisir la balance des blancs que je peux venir mettre sur automatique ou donner un réglage en température de couleur que je désire. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, je peux le laisser sur automatique, par exemple. Et à ce moment-là, bien, lorsque je vais sélectionner le mode ici, bien, je vais pouvoir avoir vraiment le meilleur des mondes, c'est-à-dire une balance de blanc pour les photos et une balance de blanc pour le viseur en automatique. Et on va avoir aussi toujours dans le personnalisé, on peut même éclaircir des ombres. Donc, à ce moment-là, les ombres, par contre, ça ne sera pas qu'est-ce qu'on va avoir sur la photo. Ça nous aide à faire par exemple, à aider à l'appareil à faire la mise au point dans des zones très sombres. Mais par contre, ça ne sera pas qu'est-ce qu'on va obtenir sur la photo parce qu'on est en mode d'affichage qui n'ont pas rapporté au viseur les réglages qu'on a apportés. Donc, vraiment, là, un appareil qui peut être programmé et pour aller très, très loin. Alors, affichage lumineux, ça aide l'autofocus lorsqu'on est vraiment en très faible condition de luminosité. Bien, à ce moment-là, on passe de moins 6.5 à moins 8.5 IL pour la sensibilité de l'autofocus. Donc, l'appareil devient un peu plus sensible à faire la mise au point en faible lumière, mais peut prendre aussi un petit peu plus de temps là, pour faire la mise au point. Donc, vraiment, un plus à aller à savoir que c'est là et à mettre dans notre menu personnalisé qu'on va voir tantôt. Et les couleurs chaudes, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que lorsque on vient dans les modes ici, on voit que bon, ça devient rouge. C'est vraiment pour, lorsqu'on fait, exemple, de la photo d'astronomie, bien, si on est comme ça à l'écran et qu'on regarde les étoiles, bien, l'écran va nous éblouir et ça va prendre un certain temps à nos yeux à retrouver l'éclairage, le peu d'éclairage qu'on a dans le ciel. Donc, c'est pour ça que pour ceux qui font de la photo d'astronomie, bien, c'est un autre plus d'avoir cette fonction-là, soit l'affichage des couleurs du moniteur là, en couleur chaude. Maintenant, on va aller à D13. Et ça, c'est vraiment intéressant. D13, c'est ici, puisque l'appareil n'a plus d'obturateur, bien, ne fait pas de bruit. Donc, alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'appareil, lui, va nous démontrer à l'écran, lors de la prise de vue, des indicateurs. Comme par exemple,
dans le type 1, l'écran s'assombrit lorsqu'une prise de vue est prise. Donc, un peu comme on avait avec un DSLR ou avec les Z avec un obturateur mécanique, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit blackout. Vous voyez, on a le noir qui apparaît, donc vraiment qui nous donne l'effet du miroir, de l'obturateur aussi. Le B que moi j'aime bien, c'est qu'on a des lignes qui apparaissent chaque côté de l'écran. Vous voyez, on voit les 4 lignes. Le C, lui, qui va être des lignes qui apparaissent seulement à gauche et à droite de l'écran. Donc, on va voir maintenant. Vous voyez, ça rétrécit des barres noires chaque côté. Et finalement, si on vient dans l'affichage, désactivé, là, il n'y a absolument rien qui va apparaître. Donc, si je prends des photos, là, j'ai seulement le son qui est activé, mais si je n'aurais pas le son, rien ne va s'afficher. Ici, le cadre de l'image, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsqu'on est en faible lumière, bien, qu'est-ce que ça va faire? Je vais enlever l'auto-ISO. On voit, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran, mais on a sur le rebord ici, une fine ligne blanche. Donc, ça permet, lorsqu'on est complètement dans le noir et on pose un sujet qui est sombre, de savoir où arrête la visée et où est le rebord externe du viseur. Donc, c'est vraiment un plus. Donc, moi, je le laisse engager tout le temps. On revient ici dans le quadrillage, qu'on a des différents types maintenant de quadrillage. Donc, si on rentre dedans, on va avoir là, plein de quadrillages qu'on peut venir mettre. Moi, j'aime bien la règle des tiers, celui-là ici. Le type d'horizon virtuel, donc on a soit ça comme ça ici ou comme ça, voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'aime bien, c'est l'écran prise de vue moniteur perso. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? C'est on peut venir à l'écran, comme sur le moniteur, venir programmer les informations qu'on veut avoir dans le moniteur. Donc vraiment intéressant et un est indépendant de l'autre. Présentement, je suis sur le moniteur. Si, exemple, je voudrais rajouter le grillage, bien, on peut voir que je vais rentrer dans l'écran 1 et là, je vais descendre. Et là, c'est toutes des choses que je peux ajouter ou enlever. Donc, on va voir le grillage. Je vais sélectionner le grillage, voilà. Et lorsque je reviens, vous voyez, on voit le grillage venir apparaître, ma règle des tiers. Donc, personnellement, moi, je le laisse comme ça sur le moniteur, mais dans le viseur, je l'enlève parce que je trouve ça très pratique à bout de bras ou lorsque je suis plus bas avec l'appareil, que ma visée est plus loin du moniteur. Donc, ça me permet de voir mieux mon cadrage et moins d'être croche là, sur les lignes d'horizon. Et on va voir la même chose pour le viseur. Donc, ici, la même chose, je peux rentrer dans l'écran 1 et encore là, enlever tous les détails si je voudrais avoir ou en mettre moins ou plus. Je peux même venir mettre l'histogramme. Donc, vraiment un plus. Tellement de choses qu'on peut venir programmer. Donc, vraiment excellent là, comme possibilité. La vitesse synchro au flash, on tombe dans le menu de flash à ce moment-là, les lettres E. Donc ici, moi, je le laisse tout le temps à 1,200 auto FP pour avoir le HSS disponible en tout temps sur mes flashs Godox. Avant que je l'oublie aussi, écoutez, l'autre chose qu'on a retrouvé des Z6II, Z7II avec le dernier firmware, c'est-à-dire lorsqu'on regarde une photo. Donc, je vais aller chercher une photo. Je vous montre ça. Le détecteur qui est ici en haut, on voit là, que lorsque je passe mon doigt dessus, l'image est coupée. Donc, on va avoir la même chose qu'on avait sur le Z6II et Z7II, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsque je fais juste donner une petite inclinaison au moniteur, bien même si je passe devant maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, avant que je l'oublie, je voulais vous montrer ça. On revient dans le menu, et c'est là les menus F1 qu'on peut venir personnaliser qu'est-ce qu'on veut dans ce menu-là. Donc, exemple, présentement, j'ai le mode avion, parce que j'aime bien l'avoir, je le mets tout le temps, le mode avion engagé pour sauvegarder de la batterie, parce que sinon, l'appareil peut être en mode recherche de Wi-Fi ou de Bluetooth. Donc, si je voudrais mettre autre chose, affichage des couleurs chaudes, bien, je mettrais affichage des couleurs chaudes, et à ce moment-là, lorsque je reviens sur mon menu I, vous voyez, on est rendu avec ce réglage-là. Donc, c'est vraiment ici, dans le menu F1, qu'on va venir personnaliser
tous les menus qu'on désire avoir dans le menu I qui est disponible autant ici sur ce bouton-là que sur le bouton au bas ici, là, vous ne voyez pas, mais qui est juste au bout de mon doigt, au côté de la grippe. F2, encore là, beaucoup de choses qu'on peut programmer. Comme je vous expliquais tantôt, bon, c'est mes boutons FN qui sont à l'avant. Donc, comme je vous expliquais, je ne reviendrai pas, mais sur la programmation des boutons FN. Mais on va avoir aussi, exemple, un truc qui est vraiment intéressant, c'est le bouton rouge qu'on a sur le dessus de l'appareil photo. Moi, je me sers de ça continuellement, surtout lorsque je fais de la photo au flash, en studio, mais aussi, si, exemple, je peux l'adapter à la photo animalière, c'est-à-dire que, bon, je reviens sur mon menu et je veux photographier, un sujet, disons, je ne sais pas moi, 1 millième de seconde à une ouverture de 5.6. Et ça, je ne veux pas que ça déroge du tout, parce que des fois, on peut accrocher en manipulant, changer la vitesse par erreur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut assigner au bouton de mise en marche vidéo, mais lorsqu'on est en photographie ici, bien, lorsque j'appuie dessus et que je tiens ma molette en arrière, vous voyez, on a un L qui vient d'apparaître et je peux faire la même chose ici avec l'ouverture. Maintenant, si je joue sur les boutons, vous voyez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça sert à verrouiller la vitesse d'observation et l'ouverture. Donc, vraiment excellent. Et là, j'aurais simplement engagé mes ISO sur automatique et ça va être les ISO qui va s'adapter selon les conditions de luminosité. Et ça, ce menu-là pour le lock, on va le voir ici, je vais vous le montrer. Vous voyez, on le voit ici. On voit le bouton qui est sélectionné et on a tout simplement à rentrer dans le menu et venir chercher Lock pour verrouiller les commandes. Donc, vraiment intéressant d'avoir. Et moi, c'est une fonction que j'utilise beaucoup, comme la fonction de la bague de programmation que je vais souvent aller mettre à ISO à la place. F3, c'est nouveau également, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut reprendre les mêmes boutons qu'on vient de voir, mais qui va s'afficher uniquement pour lorsqu'on regarde une photo à l'écran. Donc, je peux venir à ce moment-là, lorsque je fais apparaître une photo, dire, bon, ben OK, F4 va me servir à verrouiller une photo. Et comme exemple, F1, si j'embarque dedans, mais je pourrais donner classement, notation, bref, un paquet de trucs qu'on peut venir rajouter. Et aussi, sous F3 toujours, bien, vous allez voir que moi, mon bouton OK ici, voilà, qui est ici, qui est OK, qui est ma loupe. Donc, on rentre dedans. Et lorsqu'on rentre dedans, on peut venir choisir le grossissement à 60%. Donc, encore là, lorsque je regarde ma photo, je veux venir et on peut voir que je suis venu chercher à 100% le focus sur la photo. Et ça, c'était les enfants qui se balançaient vraiment à très bonne vitesse. Donc, ça fait partie de mes tests. Un autre réglage que j'adore, c'est F6, commande lâcher plus molette. OK, normalement, lorsque c'est à on, à off, ça vient par défaut à off. Exemple, je veux changer mes ISO. Bien, il faut que je tienne le bouton ISO enfoncé pour pouvoir, avec la molette, venir changer l'ISO ou mettre en auto-ISO avec la molette d'en avant. Donc, il faut que je tienne le bouton. Même chose si je vais sur le bouton des fonctions d'autofocus, bien, je dois le tenir, sinon il s'enlève. Lorsque j'engage la fonction molette à on, voilà, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que je n'ai plus besoin de tenir le bouton. Donc, je peux tout simplement, je reviens sur ISO, tant et aussi longtemps que je n'ai pas rappuyé sur ISO ou sur le déclencheur, le ISO va rester accessible. Donc, j'appuie sur mon déclencheur à mi-course, voilà, ça revient. Même chose pour mon bouton pour choisir. Au lieu d'avoir à tenir le bouton enfoncé, j'ai simplement à y toucher une fois et ça va rester allumé tant et aussi longtemps que je ne repèserai pas soit sur le bouton, comme ça ici, qui revient, ou encore si je reviens sur le déclencheur ou le bouton AF1 en arrière. Une autre chose vraiment intéressante, enfin, que je suis content d'avoir, c'est au niveau de la sensibilité de la bague de réglage. Donc,
Autrefois, on avait seulement élevé. Donc, lorsque, je vais vous montrer ça, je vais mettre ça à élever ici. Bon, j'ai mis mes ISO sur la bague de programmation qui, dans l'occurrence, vu que c'est un téléobjectif que j'ai, qui est ma bague de mise au point. Donc, lorsque je joue avec la bague, je joue sur l'ISO. Mais je n'ai vraiment pas besoin de bouger beaucoup. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que vraiment, je peux aller rapidement dans un extrême ou l'autre. Qu'est-ce que je préfère personnellement? C'est justement lorsque je vais aller chercher la sensibilité, je vais la mettre à faible. Donc, à la place, qu'est-ce qui arrive? C'est que, vous voyez, j'ai besoin de bouger beaucoup plus la bague pour que ça diminue ou que ça monte. Donc, surtout avec des gants l'hiver, c'est beaucoup plus facile ainsi. Sinon, on a de la difficulté à trouver le bon entre-deux lorsqu'on veut un réglage là, bien précis. Donc, vraiment, ça, c'était de quoi qui me manquait sur le Z6 II, une sensibilité moindre, et on l'obtient avec le Z9. Et dans ce menu ici, c'est ici qu'on va avoir, si on défile nos photos de gauche à droite ou de droite à gauche, dépendamment chaque personne, comment on veut avoir ça, mais aussi lorsque, comme je vous disais, on veut assigner à des mouvements spécifiques des fonctions. Donc, comme par exemple, moi, quand je vais le mouvement vers le bas, donc lorsque je vais glisser vers le bas sur la photo, ça va me donner un classement de 5 étoiles. Donc, et là, ici, je pourrais donner 4 étoiles, 3 étoiles ou peu importe quoi. Je pourrais même dire pour plus tard, image à supprimer. Bref, un paquet de choses. Et c'est vraiment génial parce que lorsque je reviens sur une photo affichée, on revient, et là, j'ai une photo affichée. Donc, je veux donner un classement. J'ai tout simplement à aller vers le bas et on vient de voir que le plus 5 vient d'afficher. Donc, vraiment, là, génial, là, pour ce qui est de venir classer une photo ou donner une autre commande. Donc, vraiment, je vous invite à aller découvrir qu'est-ce que F11 nous réserve également. Pour ce qui est de la lettre G pour la vidéo, bien, je ne lui toucherai pas, là, naturellement. On va passer au menu visualisation. Donc, encore ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut programmer, mais je vais vous indiquer, moi, qu'est-ce qui est surtout que je me sers beaucoup. Pour le logement de visualisation avec deux formats, lequel qu'on veut. Si, exemple, comme moi, je prends des RAW sur un part et des JPEG sur l'autre, quel part que je veux voir lorsque je visualise mes photos, moi, c'est toujours le RAW. Donc, je vais choisir le part, le logement numéro 1. La luminosité du viseur, moi, j'ai trouvé l'équilibre parfait à -1. Ici, la taille et affichage du viseur, donc standard, c'est pour la vision qu'on a normalement, mais quelqu'un qui aurait des verres de vision et qui grossit, à ce moment-là, on peut le mettre, lorsqu'on rentre dedans, à petite, et à ce moment-là, conserver nos verres nos lunettes. Et comme par exemple, moi, des fois, je peux avoir des verres de soleil et parce que je suis un petit peu plus loin, bien à ce moment-là, ça me permet de décoller mon œil un peu plus du viseur et de tout voir. Ici, choix de mode du moniteur, c'est le bouton qu'on a au-dessus pour venir sélectionner uniquement si on voudrait avoir le moniteur seulement. Donc, si on accroche le bouton, ça va toujours être sur moniteur. Donc, c'est bon à savoir qu'on a ce choix-là à cet endroit-là. La protection du capteur, donc c'est le bouclier. Donc, lorsqu'il est engagé, c'est lorsque je ferme l'appareil photo, le bouclier se ferme automatiquement. Par contre, si je me trouverais en très basse température, du -20, -25, moi, à ce moment-là, je préfère le garder ouvert, c'est-à-dire qu'il ne se ferme pas lorsque je ferme l'appareil à cause que l'appareil est bien très froid. Donc, je le mettrai à ce moment-là en mode off. Légende des images, bien c'est ici qu'on va venir programmer qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc moi, je vais souvent mettre retouches et modifications interdites. Et ensuite de ça, information du copyright, bien on met à ce moment-là notre nom et notre studio, si on en a un, au niveau du copyright et de photographe. L'option d'annotation vocale, donc c'est avec le petit bouton qui est ici, une fois qu'on a une photo de prise, que je peux venir peser sur ce bouton-là. Et à ce moment-là, bien, on peut enregistrer un mémo vocal relié à la photo. Le son de l'appareil photo, donc c'est ici, si je veux avoir le son du déclencheur, hein, comme là on voit, on entend le son du déclencheur. Et si je l'enlève,
Vous voyez, on a seulement les barres. Je vais enlever les informations pour qu'on puisse voir. Vous voyez. Je prends des photos et il n'y a absolument rien qui se passe au niveau sonorité. J'ai seulement l'affichage des 4 barres comme on l'a vu tantôt. Aussi, lorsqu'on est en mise au point ponctuelle, donc ou AFS, bien si je veux avoir un son lorsque la mise au point est effectuée, c'est ici qu'on va venir le régler. Le mode silencieux, c'est ici qu'on va venir enlever tous les bruits, les modes sonores de l'appareil. Commande tactile, encore ça ici, lorsqu'on rentre dedans, c'est ici qu'on va venir vraiment activer le mode tactile, mais aussi on a un mode gamme maintenant qui est vraiment intéressant, qui va rendre l'écran beaucoup plus sensible. L'information de l'accumulateur, ici vous voyez que ma charge est à 41 %, mais par contre, j'ai fait 751 photos, mais la majorité du temps que j'ai passé présentement, c'est pour filmer la vidéo. Et à ce moment-là, le moniteur reste allumé qui gruge de la batterie. C'est ici enregistrement et chargement des réglages des menus. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, une fois que vous avez programmé votre appareil au complet, bien, c'est d'aller sauvegarder sur votre carte mémoire les menus, les réglages des menus. Donc, vous allez tout simplement, il va se créer un fichier .bin que vous pourrez à ce moment-là prendre votre carte mémoire et l'envoyer, ce fichier-là, sur votre ordinateur et la sauvegarder. Donc, vraiment un plus, je vous le conseille vraiment. On a réinitialisé les réglages et la version du firmware de l'appareil photo. Donc, c'est ici qu'on va retrouver ça. Maintenant, on va avoir le menu réseau. Là-dedans, je vais passer tout droit parce que c'est vraiment très exhaustif. Puis c'est pour se brancher à Internet ou à notre Wi-Fi. Bref, un paquet de trucs là-dedans. Donc, j'y toucherai pas comme tel. Maintenant, l'autre chose que je vous commande de faire vraiment, c'est le menu personnalisé, de venir mettre dans ce menu-là vos préférences pour avoir accès rapidement. Et moi, ce que je vous recommande, c'est, exemple, moi j'ai mis commande personnalisée prise de vue F2. Pourquoi? Parce que dans mon menu de programmation de mes boutons de fonction, bien tantôt on voyait de donner la priorité au premier élément du menu personnalisé. Donc, c'est pour ça que ce menu-ci, que je veux attribuer justement les ISO sur la bague de programmation, bien, on ne l'a pas autrement que en passant de ce côté-là. Donc, c'est un petit truc. Si vous avez quelque chose à quelque part dans le boîtier que vous voulez attribuer un bouton de fonction, bien, vous l'envoyez en haut, en premier, dans votre menu personnalisé, et bingo, en affichant le bouton, je vous montre, je vais retourner pour vous démontrer. Numéro 2. Et vous voyez le numéro 2, qu'est-ce qui est? On voit premier élément du menu perso. Donc, lorsque j'appuie sur mon FN2, on tombe directement sur la bague de programmation de l'objectif. Bref, vous avez à l'écran ici les différentes options que moi j'ai choisies sous 3 écrans qui nous donnent. Donc, et vous pouvez changer l'ordre. Maintenant, je vais vous montrer des photos tests que j'ai réalisées entre le Z9 et le Z6 II. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, à cause de la pandémie, on a maintenant là, des restrictions plus sévères et même un couvre-feu. Donc, je me suis servi d'une petite poupée en porcelaine. Et bon, j'aurais aimé aller avec Marie-Claude de soir, mais bref, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais quand même, ça illustre très bien les performances en haut ISO entre le Z9 et le Z6. Donc, j'ai utilisé, pour prendre les photos, les deux appareils dans les mêmes conditions de luminosité, avec les mêmes réglages et aussi le même objectif, la même distance, tout. Et on regarde ça ensemble. Alors, c'est sûr qu'ici, à l'écran, vous allez voir peut-être un peu moins bien, mais j'ai pris à 3200 ISO les premières photos. Et je peux vous dire que, bon, c'est vraiment très, très proche. On ne voit pas énormément une énorme différence. Ensuite de ça, j'ai monté les ISO à 6400 ISO. Et là, on peut commencer à voir une différence entre les deux fichiers. Et bon, on peut voir que bon, on commence à avoir un peu plus de bruit sur le Z9. Et finalement, j'ai monté à 12 800 ISO pour voir vraiment jusqu'à où on pouvait monter avec
le bruit et on voit là qu'il y a quand même une bonne différence là, entre les deux appareils. On va voir là, moi en tout cas j'ai évalué facile à un stop de bruit supplémentaire sur le Z9. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque je ramène la résolution du Z9 au Z6 II, soit à 6048 pixels par 4024 pixels. Et on peut voir qu'à ce moment-ci, l'image, le résultat obtenu va être vraiment très proche l'un de l'autre. Et le Z6 II est encore légèrement supérieur. Et toujours, ces photos obtenues-là, j'ai mis aucun débruiteur. Donc, vraiment, on peut, avec l'aide d'un petit débruiteur, venir améliorer le rendu des ISO là, avec le Z9. Donc, comme vous avez vu, bien, c'est un appareil vraiment complexe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. C'est un appareil qui peut évoluer avec notre photographie. Bref, pour moi, là, vraiment un appareil que j'adore, qui est proche de la perfection. Les points négatifs, peut-être que je reproche au boîtier, j'aimais bien, moi, sur le Z6 II, les boutons U1, U2, U3, qui nous permet de venir programmer rapidement là, des modes d'utilisateur et qui, peut-être, je ne sais pas, chez Nikon, ça pourrait se faire, exemple, de rajouter sur une touche, exemple, sur le bouton mode ou peu importe, ces trois fonctions-là de U1, U2, U3, qui sont vraiment pour moi un plus, en tout cas à avoir. On va avoir le bouclier de protection. Bon, le bouclier de protection, fabuleux, j'adore ça. Peut-être que ça pourrait se régler aussi avec un firmware, c'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs photographes, lorsqu'on est dans le feu de l'action, on n'éteint pas toujours notre appareil. Oui, le manuel dit qu'on devrait éteindre notre appareil avant de retirer une carte, de changer l'objectif, mais ça arrive dans la vie quand on va utiliser, qu'on va changer l'objectif sans fermer le boîtier. Et le bouclier ne se ferme pas. Donc, ça serait peut-être une bonne chose de venir avec un firmware, de dire, aussitôt que le déclic est déverrouillé sur l'objectif pour l'enlever, bien à ce moment-là que le bouclier va se fermer. Donc, ça serait peut-être un truc également à pouvoir venir rajouter dans un prochain firmware. L'autre chose qui serait bon d'avoir également, ça serait un peu comme en vidéo, c'est-à-dire qu'on puisse avoir accès aux zebras, c'est-à-dire lorsqu'on a de la haute lumière dans le viseur, bien qu'on voit là, les rayures, donc on est capable de voir vraiment, de bien exposer notre photo. Donc, je sais qu'il y a d'autres marques qui ont ce type d'indication-là dans le viseur au moment de la prise de photo. Donc, ça serait une chose peut-être qui serait capable de pouvoir rajouter également là, lors d'un prochain firmware. Également, comme on a vu tantôt, le bouton mode d'entraînement, bien, lorsque je veux changer, on doit venir peser dessus. Donc, si j'ai un objectif qui est assez lourd, qui n'est pas sur un monopode, bien, ça serait peut-être bon qu'on puisse venir programmer ce bouton-là sur un autre bouton ailleurs. Donc, encore là, je crois que ça pourrait se faire avec un prochain firmware. Et finalement, la chose que j'ai un peu moins aimée aussi, c'est l'apparition du mode d'instruction qui a apparu la journée même que l'appareil a été disponible, alors qu'auparavant, on avait toujours un 10 jours, 7 à 10 jours, on avait le mode d'instruction en ligne, qu'on pouvait commencer la lecture et à prendre des notes pour, lorsqu'on reçoit l'appareil, on est déjà prêt. Là, ça a été, j'ai reçu l'appareil et il a fallu que je passe à travers le mode d'instruction par la suite. Donc, peut-être nous sortir, comme autrefois chez Nikon, le mode d'instruction au moins une semaine d'avance, qu'on puisse avoir le temps de lire. Je sais que ce n'est pas tous les gens qui vont le faire, mais moi, je suis ainsi, je me prends un paquet de notes et lorsque le boîtier arrive, bien, je veux vraiment bien le programmer et découvrir les nouvelles fonctions. Et l'appareil, bien, écoutez, pour moi, il y a plusieurs coups de cœur qui sont vraiment là, des belles découvertes pour moi. On a le bouton d'entraînement que maintenant, j'ai accès, comme on a vu, là, directement à l'écran en pesant sur le bouton, plutôt que d'aller dans les modes. On va avoir le démarrage qui est instantané. On le tourne et bang, on est prêt à vraiment à prendre des photos. Vraiment, donc, dans l'esprit sportif de l'appareil photo, donc vraiment très rapide au niveau de l'allumage et de la mise en route de l'appareil.
L'écran qui est vraiment un plus, je vous le dis, moi en tout cas, je l'utilise de plus en plus parce que, bon, ça me permet d'aller dans certains angles que normalement, je ne peux pas me rendre avec l'œil au viseur. Donc, par exemple, quand je suis à bout de bras, bref, plein de choses vraiment, donc vraiment très intéressant. On va avoir, comme on a vu, le classement des photos parce que moi, je fais beaucoup de portraits. Souvent, les gens vont me dire « Hey, cette photo-là, je veux l'avoir. » Donc, le classement instantané, plutôt que d'aller peser sur un bouton. Le 3D tracking avec la mire qui, on a seulement à venir proche du sujet et ça colle. Écoutez, moi, je l'ai utilisé là jusqu'à maintenant, puis je continue la découverte de tout ça et c'est vraiment efficace, je vous le dis. Et on peut maintenant assigner pas juste les visages, mais les animaux et bon, les sujets de transport comme on a vu aussi. Donc, vraiment un plus de ce côté-là également. Et la sensibilité de lorsqu'on assigne la bague de programmation sur l'objectif ou sur certains objectifs comme les fixes, la bague de mise au point qui devient la bague programmée, bien à ce moment-là, d'avoir une sensibilité qui est moins élevée, donc qui nous permet un meilleur ajustement, surtout pour moi en hiver avec des mitaines. Avant, c'était assez difficile de pouvoir arriver sur le bon ISO, par exemple. Là, maintenant, c'est vraiment plus, on a un jeu qui est vraiment plus agréable. Donc, vraiment, des trucs parfaits. Et je vous le dis, plus que mon expérience va évoluer avec le Z9, bien, je crois que plus je vais découvrir aussi des choses. Et qu'est-ce que je vous ai montré aujourd'hui? Bien, ça peut évoluer aussi dans le temps. Et l'absence de blackout, comme je vous ai expliqué auparavant, mais écoutez, c'est vraiment intéressant de pouvoir vraiment avoir toujours garder ce feeling du moment-là. Moi, en tout cas, j'adore ça. Je croyais que c'était pour être plus difficile de s'adapter sans voir, là, depuis que je fais de la photo, qu'on est habitué au blackout des DSLR. Maintenant qu'il n'y en a plus, je peux vous dire, je me suis habitué assez rapidement. Bref, vraiment, encore là, un plus. 3 petits trucs. Le premier, comme je l'ai expliqué déjà la première fois, un protège moniteur en verre trempé, donc vraiment très essentiel, en tout cas pour moi. L'autre chose aussi, prenez le temps de sauvegarder vos réglages, comme je vous ai montré tantôt, sur une carte mémoire et sauver votre profil dans un ordinateur. C'est toujours un plus d'avoir ça. Si jamais qu'on efface quelque chose par erreur, on fait une mauvaise manipulation, mais on peut toujours aller rechercher tous nos ajustements et les remettre dans l'appareil. Donc, ça, c'est vraiment souvent qu'on oublie de faire. Et lorsque ça nous arrive, on est mal pris, savoir qu'est-ce qu'on avait fait, comme tous les réglages. Donc, vraiment un plus. Et finalement, pour ceux qui utilisent l'appareil par grand froid comme moi, bien, écoutez, s'il neige pas, et même pour avoir essayé avec mon Z6 II auparavant dans une tempête de neige, moi, je vais prendre l'habitude de débrayer le bouclier, c'est-à-dire de le laisser à off, qui ne se met pas en fonction lorsque je vais fermer l'appareil, parce que, bon, à moins 25, moins 30 degrés, bon, c'est un mécanisme qui n'est pas comme l'obturateur, c'est-à-dire qui fonctionne constamment. Celui-ci va être seulement au départ et à la fermeture de l'appareil photo. Donc, pour éviter là, que ça pourrait rester coincé, je sais que ce n'est pas supposé de le faire, mais je ne prendrai pas de chance, en tout cas surtout par les moins 25. Donc, c'est peut-être un truc que moi, je conseillerais aux gens là, qui vont fonctionner là, vraiment par grand froid. En conclusion, bien écoutez, le Z9, pour moi, un mot, versatilité. Combien de fois j'ai entendu parler des gens qui disaient « Ah, j'ai mon D850, j'aimerais donc qu'il soit comme mon D6 ou mon D5, c'est-à-dire avoir une très bonne rafale, mais avec une belle résolution que je pourrais craper, venir chercher parce que mes objectifs ne sont pas assez puissants. » Donc, c'est ça qui permet, entre autres, le Z9. Oui, on va avoir plus de bruit ISO, mais il n'y a pas tellement des années, en tout cas, moi, j'ai connu ça, de travailler avec des films à 400 ISO ou 400 ASA ou 1000 ASA qu'on appelait à l'époque. Et aujourd'hui, bon, on a vu les premiers appareils numériques, bon, on avait peine à monter au-dessus de 400 ISO. Et aujourd'hui, on parle des 10 000, 6400 ISO à aller avec un appareil de 45 mégapixels. Bref,
Pour moi, c'est vraiment pas un problème. Surtout, comme vous avez vu, on a à peu près un stop de différence avec le Z6 II là, à 6400 ISO. Donc, bon, moi, en tout cas, ça me convient très bien. J'ai juste à passer un débrouilleur pour les peu de fois que je vais aller là, dans ces très hauts ISO-là. Et est-ce que le Z9, ça vous prend ça absolument pour réussir à faire plein de belles photos? Absolument pas. Moi, j'ai fait des très belles photos avec le D3500 de ma fille. J'ai fait des très belles photos avec mon Z6 II, avec mes D700. C'est vraiment ici une question de besoin. Et moi, pourquoi je me suis en allé sur le Z9? C'est justement, comme je vous disais, au niveau versatilité. On en est rendu là, au point de vue technologique, d'avoir des appareils qui n'ont plus de miroir, qui n'ont plus le bloc du viseur optique. Donc, on est capable de voir en direct qu'est-ce qui se passe. L'obturateur qui est électronique seulement, qu'on n'a plus de blackout, que j'ai découvert avec le Z9. Bref, mes photos demain matin ne seront pas meilleures avec un Z9, on s'entend? C'est l'outil qui est plus agréable, qui nous donne plus de possibilités. Mais photo pour photo, je prends une photo avec mon D850 qui était bien exposé, tout ça, avec celui-ci. Personne ne va pouvoir dire la différence. Si vous cherchez un boîtier qui est versatile, qui est polyvalent, que vous voulez avoir pour plusieurs années, bien, je pense que le Nikon Z9 vient répondre à ce genre de demande-là qu'on va avoir. Et il faut vraiment prendre bien le temps de programmer l'appareil. Et je vous le dis, c'est vraiment un charme à utiliser. Moi, je ne reviendrai pas en arrière sur aucun DSLR, là, surtout avec le Z9 que j'ai connu. Maintenant, quel est le défi pour Nikon? Bien, écoutez, je vous dirais que c'est de sortir des firmware vraiment évolutifs pour les appareils. Donc là, plusieurs d'entre nous ont acheté un Z9. Et on espère bien que Nikon vont, autant pour la vidéo que pour la photo, venir sortir des firmware qui vont venir encore évoluer l'appareil un peu plus. On était habitué autrefois, bon, il y avait des grandes évolutions, on devait acheter un nouveau boîtier. Maintenant, on a décidé d'investir dans un Z9 et ceux qui vont investir dans les futurs appareils photo, bien, il faut que Nikon nous sorte des firmware qui vont vraiment venir augmenter l'efficacité de l'appareil, nous donner encore une mise au point un peu plus raffinée, un peu plus collante au niveau de l'autofocus sur le sujet. Bref, un paquet de choses, et sûrement qui sont peut-être déjà au travail, mais je peux vous dire que il est là le défi pour Nikon de nous sortir des firmware maintenant pour ces appareils-là. Et c'est ça qui va faire la différence, que les gens vont demeurer avec Nikon ou vont se diriger vers la compétition. En tout cas, bref, pour moi, je suis vraiment très heureux du Z9. Je vais attendre patiemment les prochains firmware qui vont venir corriger sûrement des petits bugs qu'on va découvrir à gauche et à droite, qui est tout à fait normal. Je n'ai pas vu aucun appareil qui ont sorti, qui n'ont pas eu des bugs. Peut-être aussi lorsque Nikon vont sortir le firmware, bien de voir, moi j'attends tout le temps un 2-3 jours avant de l'installer, voir quelle est la réaction globale au niveau du firmware, parce qu'on a vu sur une certaine compagnie l'an passé, un firmware qui est venu bloquer les fonctions dans l'appareil photo. Donc, j'aime bien attendre un 2-3 jours. Nikon, on n'a jamais connu ça, mais quand même, par mesure de sécurité. Bref, Nikon, j'espère bien que vous allez nous sortir quelque chose et que vous allez nous surprendre aussi parce que vous êtes vraiment parti sur une très belle direction avec le Z9. Et finalement, bien écoutez, les prochains objectifs à venir, ben moi j'attends, comme je vous disais dans la dernière capsule, le 200-600 mm. Je crois qu'il va être un objectif, un beau compromis pour ceux qui veulent, comme moi, pas être un photographe animalier, mais y toucher une fois à l'occasion sans à débourser une fortune pour un objectif. Donc, j'ai bien hâte de le voir. J'ai aussi hâte de voir le 85 mm 1.2 ou 1.4. On croit que ça serait 1.2. Plusieurs personnes l'attendent. Moi, présentement, j'ai le 85 mm 1.5. Je l'adore, mais j'ai quand même hâte de voir quel sera le 85 1.2. Et je vous le dis, chez Nikon, plusieurs personnes attendent cet objectif-là
impatiemment. Ça fait depuis l'année passée qu'on le voit sur la roadmap. Donc, j'aimerais qu'on le voit là, dans les prochaines semaines, le voir annoncé, au moins son développement officiel. Et en terminant, bien écoutez, moi, je fais toutes ces capsules-là pour essayer d'aider la communauté des photographes francophones. Moi, je m'amuse à faire ça. Et surtout, j'ai une belle collaboration avec l'Art Photo qui me permet de pouvoir vous présenter ces vidéos-là. On va venir vous présenter les prochains objectifs, là, comme je vous avais annoncé dans la première vidéo. Donc, merci à l'Art Photo de m'appuyer dans ces vidéos-là. Et aussi à tous ceux qui me regardent régulièrement, bien, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, peut-être juste aller cliquer sur vous abonner parce que, bon, moi, c'est la façon de m'encourager à continuer ces vidéos-là. Et le plus qu'il y a de nombre d'abonnés, bien plus que les compagnies parfois peuvent m'envoyer des produits pour tester. Comme par exemple, on a eu le Fuji que j'ai retourné à Fuji. Donc, je ne suis pas là pour essayer de soutirer des trucs, mais bien pour essayer d'avoir le plus de trucs possible à vous présenter. Et j'ai des capsules qui s'en viennent sur 3 flashs Godox et d'autres accessoires. Bref, bien, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien, gênez-vous pas, vous pouvez cliquer sur abonnement ici. Et pour moi, ça fait la différence. Donc, voilà pour la deuxième capsule du Z9. Je vais vous revenir dans les prochaines semaines parce que je veux vraiment prendre le temps de bien faire les choses et de bien faire plusieurs shootings photos. Et je vais venir avec une troisième capsule, vous faire un sommaire de tous ces shootings-là, autant au point de vue portrait qu'en photo de sport, afin de bien voir le comportement là, du Z9 et des résultats de photos qu'on aura obtenus avec. Mais pour ça, ça prend plusieurs shootings et non pas 2-3 shootings à la sauvette. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici. Sinon, bien, vous pouvez aussi également me rejoindre sur ma page Facebook. Donc encore une fois, merci beaucoup à l'Art Photo et on se revoit dans une prochaine capsule.